Ok, donc on va commencer. Donc, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'USTV. Alors avant de démarrer ce webinaire, je voulais donner un petit mot, parce que nous avons appris cette semaine donc, le décès d'une collègue, Anne-Marie Jourdic, qui était donc, directrice de recherche CNRS, directrice adjointe de l'Institut Lumière Matière à Lyon. Et donc qui est décédée cette semaine. Elle a beaucoup travaillé sur les propriétés de luminescence dans les verres, hein, les ions de terres rares, que ce soit dans des verres, dans des fibres, etc., ou aussi dans des capteurs. Puis elle était intervenue à Nice et à Baccarat en 2012 et 2015. Donc voilà, on voulait lui dédier ce webinaire, et on pense évidemment à tous ses proches, sa famille et ses collègues. Voilà. Donc pour le webinaire de ce jour, alors nous avons donc le plaisir de recevoir Cédric Blanchard du SEMTI, et puis en deuxième partie, nous aurons Patrice Lavuédé, associé donc, au C2RMF, qui parleront donc des propriétés optiques dans des verres. Alors je me rappelle, donc j'annonce déjà que le prochain webinaire aura lieu donc le 11 février, sera consacré à la thermodynamique dans les verres. Que tous les webinaires, vous pouvez les retrouver en replay, hein, évidemment. Allez sur le site de l'USTV, vous aurez directement le lien pour revoir tous ces webinaires. Ils sont mis en ligne très, très rapidement après. Et là, il y aura les deux présentations. À l'issue de ces deux présentations, donc, on aura une séance de questions. Et donc, les questions, posez-les dans le chat et je les poserai à ce moment-là aux orateurs. On aura une dizaine de minutes à la fin, normalement, pour ces questions. Donc, je vous demande si ce n'est pas fait, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a fait, de bien couper les micros. Et on va pouvoir donc commencer avec l'exposé de Cédric. Ok, bonjour à tous. Alors, je m'appelle donc Cédric Blanchard, donc je suis enseignant-chercheur au SEMTI à Orléans. Et donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des mécanismes de diffusion et d'absorption par des nanoparticules. Alors, mon exposé, il vient un peu en amont de celui de Patrice qui vient juste après. Moi, je vais plutôt me centrer sur la physique qu'il y a derrière ces problèmes de diffusion par des nanoparticules. Voilà. Ok. Donc, déjà avant tout, je voulais dire que moi, je ne suis pas un spécialiste du verre. Mes lignes de recherche, en fait, elles concernent l'interaction lumière-matière en milieu complexe. Au cours de ma thèse ou en postdoc, j'ai surtout travaillé sur des milieux ordonnés. Alors là, par exemple, vous avez un exemple, j'espère que tout le monde voit ma souris, un exemple d'une cape d'invisibilité où on voit une onde qui est propagative de la gauche vers la droite et qui au contact, en fait, en pénétrant dans le milieu numéro 2, empêche l'onde de voir l'objet qu'on cherche à rendre invisible. Donc voilà, ça c'est un petit exemple sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse. Puis après, en postdoc, j'ai continué à travailler sur des milieux ordonnés. Alors là, par exemple, vous avez un réseau de diffusion où le but était de diffraction, où le but était de générer des résonances fortes à l'intérieur de telles structures. J'ai aussi travaillé en fait sur des systèmes, des cristaux photoniques, où vous pouvez voir ici des plots de silice sur un substrat qu'on a donc modélisé et puis fabriqué. Et le but, en fait, c'était faire des capteurs à gaz de CO2 qui nous permettaient en fait de faire des capteurs qui étaient directifs, donc en angle, et aussi sélectifs en longueur d'onde. Donc là, vous voyez ici les résultats. Alors en fait, c'est depuis que j'ai été recruté au SEMTI que j'ai commencé à m'intéresser au milieu désordonné. Donc ici, là, vous avez un exemple de silice à bulles. Voilà, donc là, déjà, on voit déjà un milieu bien désordonné. Ou alors, j'ai des petits problèmes avec le passage des slides. Ou alors, donc, cette autre structure où on voit un agglomérat de nanoparticules, et puis on s'intéresse en fait à la réponse de cet agglomérat. Les longueurs d'onde, moi je suis au SEMTI, donc les longueurs d'onde à laquelle je m'intéresse, c'est plutôt les longueurs d'onde qui appartiennent à l'infrarouge, moyen infrarouge, voire infrarouge lointain. Bon, finalement, donc, on peut se demander quel est le lien entre tout ça et puis les verres opalescents. Donc, j'ai envie de dire que le lien, ce sont les équations de Maxwell, en fait. Donc, finalement, tous ces phénomènes de diffusion et d'absorption,
que ce soit dans le système que j'ai montré juste avant ou dans des verres, eh ben, sont régis par les équations de Maxwell. Donc, commençons par une expérience toute simple pour bien comprendre de quoi on parle. Imaginons qu'on ait un container avec du lait à l'intérieur ou avec de l'encre. Donc, on peut imaginer une botte de pétri, par exemple, ça fait très bien l'affaire, et puis un vidéoprojecteur. Et vous regardez sur l'écran, là, et donc, dans les deux cas, vous allez voir une tâche. Donc, vous allez être bien en peine de dire ben, quelle est la tâche qui provient du lait et quelle est la tâche qui provient de l'encre. En fait, pour avoir cette information, il faudrait que vous regardiez directement les deux échantillons et vous en verriez un qui est blanc, l'autre qui est noir, et vous sauriez lequel est le lait et lequel est l'encre. Dans le cas du lait, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un milieu évidemment qui est fortement diffusant. Donc, on comprend bien ce qui se passe avec cette expérience-là où on voit un laser qui pénètre à l'intérieur du lait et on voit comment le faisceau incident décroît, comment son énergie décroît et comment son énergie elle est transvasée en fait dans un halo lumineux voilà, qui se forme autour du faisceau. Donc là, on comprend bien en fait qu'on est en train de parler d'extinction en fait du faisceau lumineux, et donc l'extinction d'un faisceau, de la lumière, elle est composée, elle peut avoir deux composantes. Elle peut avoir la composante diffusive et une composante d'absorption. Alors là, dans le cas du lait, c'est la diffusion, dans le cas de l'encre, c'est l'absorption, mais bien souvent, c'est un petit peu les deux. Donc c'est ça qui rend la physique derrière assez compliquée. Donc, pour continuer sur cet exemple du lait et de l'encre qui permet de bien saisir ce qui se passe, j'ai modélisé, je viendrai un petit peu après sur la technique numérique que j'utilise pour faire ça, mais j'ai modélisé en fait un échantillon, donc des nanoparticules d'encre et puis des nanoparticules de lait. Et donc, j'ai illuminé cet échantillon. Donc, l'onde, il faut imaginer qu'elle vient du haut vers le bas. Et j'ai illuminé ça à 600 nanomètres. Donc, dans les deux cas, effectivement, on retrouve ce qu'on a vu avec l'exemple du vidéoprojecteur. On voit une ombre en aval de l'objet. Mais comme j'ai dit avant, ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Dans un cas, c'est l'absorption et dans l'autre cas, c'est la diffusion. D'ailleurs, ça se voit bien parce que si on fait un petit zoom sur une tranche dans le cas du lait, là, on voit quand même que l'énergie, elle réussit à passer la plaque, alors que là, rien ne passe. Mais évidemment, on perd toute l'information sur la directivité du faisceau incident, d'accord, vu que tout est diffusé. On le voit bien d'ailleurs si on regarde, là j'ai essayé de tracer la densité, le flux d'énergie, le vector pointing, en fait, on appelle ça en électromagnétisme, où on voit que dans le cas de l'encre, on est beaucoup moins sensible à la diffusion que dans le cas du lait, où on voit que les petites flèches là, qui représentent le vecteur pointing, partent un petit peu dans tous les sens. Voilà. Donc, avant de regarder de plus près les phénomènes de diffusion et d'absorption, ça vaut la peine de s'arrêter peut-être sur ce qui se passe pour une particule, et puis aussi de discuter les différents régimes qu'on a l'habitude d'appeler les régimes de Rayleigh, de Mie, et puis le régime de l'optique géométrique. Donc, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit simplement d'un ratio entre la longueur d'onde et la taille des particules. Donc, on sait bien que si la longueur d'onde est très grande par rapport à la taille des particules, on a un régime de Rayleigh. Et puis après, au fur et à mesure où on va augmenter la taille de la particule en regard avec la longueur d'onde, on va rentrer dans ce qu'on appelle le régime de Mie. Et puis après, à la fin, on pourra même modéliser la situation, la configuration par du lancer de rayons, d'accord, où finalement, en aval de l'objet, on voit l'ombre parfaite de l'objet, ce qui n'est pas le cas pour les longueurs d'onde qui sont un peu plus grandes. Voilà. Mais il faut quand même bien prendre en compte que même si on donne des petits noms à ces régimes, finalement, derrière, c'est toujours les équations de Maxwell. À part que parfois, les équations de Maxwell, elles se simplifient, et donc on peut évidemment faire des approximations, comme l'approximation de Rayleigh ou l'approximation de l'optique géométrique, mais qui restent des approximations, il faut toujours garder ça en tête. Donc là, c'est un exemple sur une seule particule. Donc, se pose la question, dans le cadre de cet exposé, de qu'est-ce qui se passe si on met plusieurs particules en interaction, donc comme des nanoparticules qui seraient dispersées dans du verre. Et donc, il faut parler des approximations habituelles. Ce que font bien souvent les gens, c'est qu'ils se placent dans ce qu'on appelle l'approximation de la diffusion indépendante. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils modélisent le champ électromagnétique diffusé ou absorbé par une particule, et finalement, ils multiplient le résultat par le nombre de particules, ce qui leur donne finalement le comportement global du système. Bon.
on va voir que ça, il faut quand même faire attention, il faut le prendre avec parcimonie. Alors, on a notamment publié, il n'y a pas très longtemps de ça, ça fait 15 jours, là, on a publié un article où on parle justement de ça, on parle des effets un petit peu erratiques qu'il peut avoir dans des agglomérats de nanoparticules. Voilà. Bon, alors, il y a un autre truc qui est important de faire, c'est directement introduire les grandeurs physiques qu'on modélise ou qu'on mesure, en fait. Et donc, j'ai fait ce petit schéma où on voit une sphère là, qui est illuminée par une onde plane. Et donc, ce qu'on mesure en principe ou ce qu'on modélise là, dans ce cas-là pour cette particule, c'est ce qu'on appelle la section de diffusion. Donc, concrètement, c'est quoi la section diffusion? C'est la puissance totale diffusée par votre objet, normalisée par la puissance incidente par unité de surface. Donc, finalement, l'unité du C, là, c'est le mètre carré. Bon. Et donc, on peut comprendre la signification physique de cette section de diffusion en réalisant en fait, que C, là, traduit la capacité d'une particule donnée à intercepter le rayonnement incident. Bon, la définition, elle reste la même pour un agglomérat de particules, mais évidemment, il est plus facile de modéliser une particule que plusieurs particules, comme on va voir dans un instant. Bon, alors évidemment, on veut modéliser plusieurs particules. Alors là, je spolie juste une slide de Patrice qui vous présentera dans un instant. Là, on voit effectivement qu'on a plusieurs particules qui peuvent être plus ou moins en interaction. Ok, donc avant d'aller plus loin, je voulais quand même m'arrêter 2 secondes sur les méthodes que j'utilise. Donc, c'est une méthode qui est une méthode basée sur la T-matrix. Donc, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais dès qu'on a des particules en interaction, la grosse difficulté, en fait, c'est qu'il faut prendre en compte l'effet du champ incident sur une particule donnée, mais aussi l'effet de l'élimination de toutes les autres particules, des N-1 autres particules. Donc, du coup, ça finit par nous amener à des équations qui sont relativement compliquées. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais bon, bref. En tout cas, c'est ça que je fais. Je voulais faire un autre commentaire, c'était les limitations numériques. Donc là, vous avez dans le tableau la mémoire vive, RAM, qu'il faudrait pour modéliser, mettons, 1000 particules, si on modélise des particules 3D ou 2D. Donc, on voit que rapidement, si le nombre de particules devient très grand, il faut 1 Tera de mémoire vive. On a les serveurs ici au SMT pour faire ça, mais les temps de calcul deviennent énormes. Donc, finalement, pour les besoins de cet exposé, je me suis limité aux cas 2D qui fera largement l'affaire, au moins pour sortir des conclusions au moins qualitatives. L'autre conclusion que j'avais envie de faire, c'est qu'on peut quand même envier nos collègues là, qui, dans 20-30 ans, feront le même genre de séminaire et qui auront accès à des serveurs qui permettent de modéliser ce que j'ai présenté maintenant, mais en 3D. Alors, donc, je reprends, muni de cette matrix, je reprends mon exemple du lait et de l'encre, et donc, on peut sortir des valeurs. Là, par exemple, dans la modélisation que je vous ai montré avant, la section de diffusion vaut concrètement 27,5 microns, tandis que pour l'autre système, c'est 52,5 microns. Attention, ce n'est pas des micromètres carrés, parce que comme je suis en 2D, la section efficace devient une ligne efficace, quoi, si vous voulez. Donc, bon, juste, mais bon, je continuerai à parler de section efficace par habitude, on va dire. Alors, bien souvent, cette section-là, on la normalise par la section géométrique, d'accord, donc par la taille de l'ombre, en fait. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas numéro 1, on tombe sur une efficacité qui vaut 0,55. Et dans l'autre cas, on tombe sur une efficacité de diffusion qui vaut 1,05. On peut faire la même manière avec les efficacités d'absorption et d'extinction. Et puis voilà, concrètement, là, pour les systèmes que j'ai modélisés avec cette épaisseur, d'accord, et puis avec cette largeur, on tombe sur ces valeurs-là. Alors, normalement, on comprend bien, on se pose un petit peu la question pourquoi 1,05 alors que le maximum théorique devrait être à 1. C'est tout simplement à cause des effets de bord. Il faudrait, pour tendre vers 1, augmenter les dimensions transversales, on va dire, de l'échantillon. Mais bon, en tout cas, le fait qu'on ait 1, là, en gros, 1, ça veut vraiment dire que là, vous êtes complètement opaque. Voilà. Alors, je commence par l'influence en premier de la largeur de notre lame, de notre lame de verre. Donc, j'ai considéré en premier, ça va me servir par la suite, des petites particules de cuivre, de rayon 100 nanomètres, de fraction volumique 5%, et puis je modélise le tout à 800 nanomètres.
Et donc, voilà, donc le cuivre a une certaine, l'indice du cuivre disperse, donc partie réelle, partie imaginaire. Et donc, on voit effectivement que quand la lame devient suffisamment large, on finit par tendre vers une valeur. Voilà. On peut faire pareil avec l'épaisseur. Donc là, pour changer un petit peu, j'ai pris des rayons, des particules de cuivre un peu plus grosses, une fraction volumique un peu plus grande, et je me suis placé à une autre longueur d'onde qui est moins favorable, c'est la longueur 400 nanomètres. Et là, on voit encore que, au fur et à mesure que vous allez augmenter l'épaisseur de la lame, on va finir par saturer l'absorption. Donc là, en l'occurrence, à 40%. Attention, 40%, ça ne veut pas dire qu'il y a 60% qui passent, parce qu'il faut prendre en compte qu'on a aussi de la diffusion, que j'ai ici modélisée en bleu. Et donc, il faut faire la somme des deux pour avoir l'extinction. Et donc, on voit effectivement que pour cette plaque-là, à 30 microns, on va éteindre complètement le faisceau incident. Voilà, donc muni de tout ça, on peut passer à notre premier spectre. Donc là, ici, toujours pour ces particules de cuivre, avec les caractéristiques que vous voyez ici, j'ai calculé en fonction de la longueur d'onde, donc dans le visible, entre 0,4 et 0,8, mais j'ai un petit peu dépassé pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe en dehors du visible, le coefficient d'absorption, donc en bleu, et le coefficient en rouge, pardon, et le coefficient de diffusion en bleu. Donc on voit que les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire le bleu, vont être absorbées, tandis que les plus grandes longueurs d'onde vont l'être beaucoup moins. Donc on comprend bien en fait que cet échantillon, il va en transmission paraître rouge, et vu les coefficients de diffusion qui sont en jeu ici, il n'est pas complètement je veux dire, il serait quasiment logique d'imaginer que vous allez en réflexion avoir une lumière diffuse un petit peu bleue. Voilà. J'ai aussi modélisé en bleu cyan et en magenta les mêmes coefficients, mais un régime de diffusion indépendant. C'est-à-dire que je fais, comme je disais tout à l'heure, je prends une particule et puis je le multiplie par un nombre de particules données. On voit qu'il faut faire ça avec parcimonie parce que autant le coefficient d'absorption est plutôt pas mal modélisé, et encore, c'est à partir d'une certaine longueur d'onde, mais le coefficient de diffusion, lui, il est très mal modélisé. On le sous-estime systématiquement d'un facteur 2. Alors, c'est par exemple le cas là, dans cet article, qui est par ailleurs un très bon article, qui a été publié récemment, où vous voyez qu'il modélise pour le même genre de système que moi le coefficient d'absorption. Mais vous pouvez mais ces résultats, bon, les valeurs qu'ils trouvent, il faut les prendre avec des pincettes. Bon, de toute manière, ça se voit bien parce que vous voyez que les unités sont des unités arbitraires. Tout simplement, eux, ils se sont placés dans un régime de diffusion indépendante, et donc, bon, voilà, on a du mal à sortir une unité dans ce cas-là. Voilà. Il y a aussi un autre point qui est important de bien avoir en tête, c'est l'atténuation du faisceau. Donc, je rechange de situation. Je prends des nanoparticules de cuivre avec une fraction volumique de 10%, certaines caractéristiques, et là, on rebat complètement les cartes. Vous voyez que le coefficient de diffusion va être complètement inversé, c'est-à-dire qu'on va diffuser fortement pour les grandes longueurs d'onde, et par contre, l'absorption, elle reste identique à ce qui s'est passé pour les particules que je montrais précédemment. Et bon, on comprend bien, ici, j'ai tracé la cartographie du champ électromagnétique, et on voit effectivement comment le champ il est éteint lors de sa propagation dans la plaque, dans la lame. Voilà. Je veux juste insister sur le fait alors, je reprends une tranche comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, on voit l'atténuation du faisceau à 500 nanomètres ici. Donc, on voit qu'à 500 nanomètres, il n'y a vraiment pas grand-chose qui passe parce que l'absorption est forte. Mais on voit qu'à 800 nanomètres, donc plutôt par ici, l'absorption est beaucoup moins forte. Donc, on voit qu'en aval de la plaque, on a une certaine puissance qui réussit quand même à passer, mais complètement diffusée, évidemment. Voilà. Alors, une autre modélisation que j'ai faite, alors par contre, je ne vois pas bien mon écran, donc j'ai un petit peu du mal. Ah, voilà. On peut aussi étudier l'influence du matériau. Donc, je refais une simulation où je reprends mes nanoparticules de cuivre, je diminue l'épaisseur de la lame et je mets ça en regard avec la même chose, mais pour des particules de CaF2. Donc, on voit que le CaF2 qui est un matériau sans perte, on voit que le coefficient de diffusion, comme on s'y attend, le coefficient de diffusion diminue à mesure que le ratio, donc taille de particules sur lambda, diminue. Okay, ce qui est un comportement assez logique. Donc, j'en viens en fait au point, plus ou moins à la conclusion de ma présentation, et ce qui intéresse, j'imagine, les gens qui travaillent sur ces verres opalescents, qui est l'influence de la taille des particules. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé à 1% pour plusieurs matériaux,
Donc, c'est-à-dire que la masse du matériau est conservée. Mais je change la taille des particules, donc évidemment le nombre de particules diminue au fur et à mesure que vous augmentez la taille des particules. Et on voit que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le matériau qui est le plus absorbant est bien le matériau, en tout cas pour un matériau comme le cuivre, est bien le matériau qui est constitué des plus petites particules. Pareil pour la diffusion, et on peut même exacerber cet effet en considérant un matériau qui est plus plasmonique que le cuivre, comme l'argent, où on voit encore une fois qu'on tombe sur les résultats qu'on avait obtenus avec le cuivre. Pour avoir les résultats auxquels on s'attend, il faut repasser par exemple au CF2, où on voit effectivement, comme attendu, que c'est bien les petites particules qui diffusent moins que les grosses particules. Mais attention, si on a un matériau qui est un métal, enfin, type un matériau plasmonique, j'ai envie de te dire, eh ben, on ne peut pas forcément dire que l'opacité augmente avec la taille des particules. Il y a des effets collectifs là-dedans. Et du coup, pour s'en convaincre, j'ai tracé la cartographie du champ électromagnétique dans ces trois matériaux. Et on comprend bien en fait ce qui se passe. Vous voyez, pour les petites particules de cuivre, on a des champs intenses autour du cuivre, ce qui n'est pas du tout le cas pour le CaF2. Ça fait qu'au total, 10 000 petites particules vont diffuser beaucoup plus qu'une centaine de grosses particules. Et bon, et c'est encore pire pour l'argent, où on voit ce point chaud ici, on voit une onde plasmonique en fait. Voilà, j'en termine. Je pense que je suis arrivé au bout de le temps qui m'était imparti. Je vous remercie pour votre attention, puis je passe la main à Patrice. Très bien, merci Cédric. Et donc, effectivement, on va poursuivre avec Patrice pour le deuxième exposé qui va être plus appliqué avec des exemples de verres. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je remercie Cédric d'avoir expliqué un petit peu ce qui se passait d'un point de vue scientifique. Mon exposé ne sera pas du tout orienté vers la partie scientifique, mais je pense qu'il y a des liens absolument directs entre les deux. Donc moi, je vais plutôt vous parler de l'évolution des opacifiants à travers l'histoire. On va remonter très loin pour voir un petit peu comment ça a évolué, comment les opacifiants ont changé et comment les méthodes d'opacification ont pu évoluer avec le temps. Voilà, alors, si on doit prendre quelques exemples de verres opacifiés pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, alors, le premier que vous voyez en bas au milieu ici, c'est un flacon égyptien qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ, et vous voyez qu'il est déjà en verre opacifié, avec des décors qui sont eux-mêmes opacifiés. Si on évolue un petit peu en fonction du temps, on va arriver sur l'image qui est en bas à gauche, qui sont des tesselles de mosaïque qui datent des premiers siècles après Jésus-Christ et qui sont toujours pratiquement toujours, il y a des exceptions, mais en général constituées d'un verre opaque, comme vous le voyez sur ces images-là. Toujours si on remonte en fonction du temps, on va arriver au Moyen-Âge avec des émaux de Limoges que vous voyez en bas à droite, et ces émaux sont également opacifiés. Il y a une raison fondamentale pour qu'on les opacifie, c'est qu'il ne faut pas que l'on voit à travers le verre ce qui est en dessous, qui n'est pas toujours très beau. C'est la même problématique pour les mosaïques, les tesselles de mosaïque. Enfin, si on se rapproche des époques plus modernes, on va tomber sur les verres filigranés que vous voyez en haut à gauche. Ces verres filigranés qui ont connu une grande mode et qui sont intéressants parce qu'il n'y a qu'une petite partie très localisée qui est opacifiée. Et dans ce cas, c'est aussi intéressant parce que l'épaisseur de ce verre opalisé est extrêmement faible et il faut donc avoir des solutions qui sont très efficaces. Si on se rapproche du 21e siècle, on peut voir en haut au centre là, des flacons en verre opale comme vous les connaissez tous, vous en achetez certainement assez régulièrement. Donc ça, c'est un objet complètement industriel. Et puis à droite, c'est un vitrail du 21e siècle dans lequel il y a des parties qui sont incontestablement opalisées, comme vous voyez ces bleus, par exemple, avec des bandes qui sont plus claires. Les bandes plus claires sont des bandes qui sont plus opacifiées. Les méthodes d'opacification ont un petit peu évolué, mais bon, dans tous les cas, l'opacification est obtenue en incorporant une deuxième phase
qui est à la fois microscopique et dispersée dans le verre. Alors, cette phase est généralement solide. En général, elle est cristallisée, mais pas tout le temps. On sait que, par exemple, une démiction peut conduire à un verre opalisé, mais je n'en parlerai pas ici. Et puis, la façon de l'obtenir, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de faire un mélange. Alors, on appelle ça un mélange ex situ parce qu'on mélange des particules à un verre qui est déjà formé. L'autre solution qui est très répandue, c'est une précipitation in situ, c'est-à-dire qu'on a un verre qui, par exemple, à haute température, est un verre parfaitement transparent, mais au cours du refroidissement ou lors d'un traitement thermique, il devient opaque, et ça, c'est une solution qui est très utilisée. Et puis enfin, il y a une autre solution, qui est la dernière solution, qui est une solution intermédiaire entre les deux précédentes, c'est-à-dire qu'on commence par fabriquer un verre qui est riche en cristaux opacifiants, et ce verre riche en cristaux opacifiants, on le mélange à un verre transparent dans des proportions qui sont variables, et on obtient comme ça un verre qui est opacifié. L'aspect des verres opacifiés est assez variable suivant les solutions qui ont été adoptées. Alors, il y a une grande variété dans la terminologie qui est employée par les verriers, et ça, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, ce n'est pas toujours clair, et je pense qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Alors, il y a moi, j'en ai donné un certain nombre, il y a les verres opaques, il y a le verre opale, il y a le verre opalin, le verre opalisé, le verre opacifié, il y a le verre laiteux, le verre translucide, le verre opalescent et le verre dichroïque. Alors, j'ai essayé de faire un classement en fonction de la transmission lumineuse à travers ces verres, et ils sont de plus en plus transparents, ces verres. Mais comme je disais, il n'y a pas de consensus, donc je crois que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Donc l'aspect que l'on obtient entre un verre opaque, un verre opalescent, par exemple, eh bien, cet aspect, il dépend d'un certain nombre de facteurs, en particulier de la nature de l'opacifiant et plus spécialement de son indice de réfraction, en particulier de sa partie entière de son indice de réfraction, mais aussi de sa couleur. Si l'opacifiant est coloré, évidemment, ça apporte une coloration au vert en général. Ça dépend des dimensions de ces particules. Alors, on est souvent dans une gamme qui est de l'ordre de 0,1 à 10 microns. Ça dépend aussi de la forme géométrique de ces particules, et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris, et je dirais également que c'est très mal modélisé. Donc, c'est un peu difficile à prendre en compte. Ça dépend évidemment de la proportion volumique de ces particules. En général, plus la proportion volumique est importante, plus le verre est opaque, mais ce n'est pas toujours aussi systématique que ça. Il y a d'autres paramètres qui interviennent. Et puis, évidemment, ça dépend des propriétés du verre dans lequel on a introduit ces particules. Ça dépend en particulier de son indice de réfraction, mais aussi de sa couleur et de son épaisseur, parce que si on a un verre qui est épais, il apparaît plus opaque que s'il est en couche très mince. Alors, l'indice de réfraction, en particulier la partie réelle de cet indice de réfraction, c'est quelque chose qui est très important. Alors, pour le verre lui-même, évidemment, vous savez tous, si on prend un verre sodocalcique, on est autour de 1,5. Si on prend un verre au plomb, l'indice va monter, mais il excède pratiquement jamais 1,6. Enfin, en tout cas, pour les verres les plus courants, c'est plutôt entre 1,5 et 1,55. Pour les opacifiants, par contre, selon la nature de l'opacifiant, la partie réelle de l'indice de réfraction peut varier très largement. Alors, il y a des cas intéressants, le cas des fluorures, où on a un indice qui est inférieur à celui du verre. Couramment, dans le cas du fluorure de sodium, par exemple, on est à 1,33, le fluorure de calcium, on est à 1,43. Ensuite, pour les indices plus élevés, alors on trouve les phosphates de calcium autour de 1,63, 1,64. On peut aussi avoir le phosphate double de sodium et de sodium et de calcium, qui est à 1,61. On a ensuite la cassitérite qui monte à 2, un petit peu au-delà de 2,
la cassitérite, donc, qui est d'oxyde d'étain. On a les antimoniates de plomb qui sont autour de 2 à 2,3. On a l'oxyde de cuivre qui est à 2,26. Et puis, on a le stannate de plomb qui est à 2,30. Alors, il y a quelques cristaux dont je n'ai pas trouvé l'indice alors qu'ils sont employés. C'est dire que les verriers ne se sont pas trop passionnés par cet indice, bien que ce soit vraiment quelque chose d'important. Si on doit tracer un peu très rapidement l'histoire de ces verres opacifiés, on peut dire que l'histoire des verres opacifiés se confond complètement avec l'histoire du verre. En effet, dès les premières fabrications en verre, on a des verres qui sont opacifiés. Celui que je montrais tout à l'heure, 1500 avant Jésus-Christ, il est complètement opacifié. Je pense que ça traduit une chose, c'est qu'il était très difficile à l'époque de faire des verres transparents, et donc on a privilégié les verres opacifiés qui avaient des aspects esthétiques très intéressants et qu'on savait fabriquer plus facilement qu'un verre transparent. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à maîtriser la fabrication des verres transparents, eh bien, l'opacification a quand même perduré pour toutes sortes d'applications. Par exemple, les perles sont dans une très grande majorité des cas en verre opacifié. Les éléments de décor sont très souvent également opacifiés. Il y a des objets comme les camées ou les tesselles de mosaïque qui sont des verres opacifiés. Les émaux de Limoges, les émaux limousins ou d'ailleurs sont également en verre opacifié dans la plupart des cas. Après, plus récemment, il y a eu les imitations de porcelaine qui sont des verres opacifiés. Il y a eu évidemment tous les flacons en verre opacifié, sans oublier les glaçures sur céramique qui sont dans de très très nombreux cas des verres opacifiés. Et puis, les méthodes d'opacification ont évolué avec le temps. Alors, je vais reprendre un petit peu les solutions qui ont été adoptées en partant des plus anciennes. Donc, les plus anciennes utilisées, donc 1500 avant Jésus-Christ, ce sont les antimoniates de calcium et l'antimoniate de plomb. Donc, les antimoniates de calcium, il y en a deux qu'on trouve très couramment, selon le rapport calcium sur antimoine que vous voyez indiqué sur mon slide là. Et ce sont des particules qui sont de couleur blanche et donc qui vont donner une couleur blanche au verre opacifié. Mais en même temps, à la même époque, on utilise aussi des antimoniates de plomb qui sont des cristaux qui ont une couleur jaune et qui assurent donc à la fois une coloration du verre en jaune et en même temps une opacification. Ces solutions avec les antimoniates sont utilisées de façon plus ou moins continue depuis donc 1500 avant Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle et sans doute également on en trouve au XXIe siècle. Je n'ai pas de preuve de cela, mais je pense que quand même c'est comme ça que ça se passe. Alors, ils ont sans doute été obtenus par mélange direct en Égypte et sans doute par cristallisation in situ plus tard. En particulier, on a fait ces hypothèses pour des tesselles de certaines couleurs, en particulier le rose et le bleu, à l'époque romaine. Voilà des exemples de cristaux d'antimoniate de calcium que l'on trouve dans des tesselles de mosaïque. Alors dans ces photos, la barre d'échelle que vous voyez en bas de ces images est 2 microns, donc dans les deux cas, et vous voyez qu'on a des cristaux qui ont des formes géométriques assez spectaculaires, avec des dimensions qui sont inférieures au micron. En général, ça se présente sous forme d'un amas de grains plus ou moins dispersés dans le verre. Si on doit regarder les antimoniates de calcium, on a des cristaux qui ont également des formes géométriques. On a également 2 microns sur l'échelle. Donc, vous voyez qu'on a des formes géométriques, donc des cristaux qui font un peu moins d'1 micron, qui ont des aspects un peu variables selon les cas. Ici, on a des cristaux qui ont des formes d'aiguilles qui sont plus petits que ce que l'on voit ici. Ensuite, on va passer aux opacifiants à base d'étain. Dans ce cas-là, ce sont des cristaux, ce sont des méthodes qui ont été développées un petit peu au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais surtout de façon très progressive à partir du IVe siècle après Jésus-Christ
et ce sont des solutions qui ont remplacé progressivement les opacifiants à base d'antimoine, même si, comme je le signalais, les opacifiants à base d'antimoine n'ont pas disparu pour autant. Ce sont des... Alors, il y a plusieurs cristaux, plusieurs types de cristaux dans ces opacifiants à base d'étain. Il y a d'abord le stannate de plomb, qui est un cristal qui est jaune, mais dont la couleur peut varier suivant la composition. En effet, ces cristaux peuvent contenir des impuretés, par exemple du fer, mais il y a d'autres impuretés, il y a du zinc, il peut y avoir de la silice, qui permettent de faire varier la couleur. Et voilà, par exemple, le type de couleur que l'on peut obtenir en changeant un petit peu la composition de ces cristaux. Et puis, on a très souvent en même temps, mais parfois on a exclusivement, des cristaux de cassitérite qui entrent un peu dans la même catégorie et qui se sont développés à peu près simultanément. Et ce sont des cristaux que l'on trouve maintenant, qui sont très employés, en particulier dans les glaçures et dans les décors, parce qu'ils ont une efficacité qui est très grande et que l'on sait faire assez facilement. Alors voilà au microscope à balayage l'aspect que l'on obtient. Par exemple, là, ce sont dans des tesselles qui proviennent de la grande mosquée de Damas, qui sont donc datées du début du 8e siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez sur l'image de gauche, les gros cristaux blancs, ce sont les cristaux de stannate de plomb. Et puis, vous avez en même temps des petites aiguilles qui sont des cristaux, des aiguilles de cassitérite, d'oxyde d'étain. Alors, on obtient également, comme je l'ai dit précédemment, on obtient des amas de cristaux qui sont dans un verre où on en voit beaucoup moins. On voit souvent des zones où il n'y a pas de cristaux dans ces verres-là. Et donc, ça donne des indications sur le procédé de fabrication. Et on pense que ce n'est justement pas une fabrication in situ dans ce cas-là. Et puis, vous voyez à droite, vous avez un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gros amas, et ces amas sont constitués dans ce cas exclusivement d'aiguilles d'oxyde d'étain, de cassitérite. On obtient donc des cristaux essentiellement d'oxyde d'étain dans le cas des verres filigranés. Alors les verres filigranés, vous avez en bas une image qui vous rappelle ce que c'est. Si on fait une section qui est perpendiculaire à l'axe de ces filigranes, bon, ce n'est pas en fait dans cet objet que ça a été fait, mais vous voyez ici une section qui a été photographiée à la loupe binoculaire, et vous voyez des petits traits blancs que vous voyez ici, là, là, ici. Ces petits traits sont les zones de filigrane eux-mêmes. Et puis, vous voyez ici un filigrane qui a une forme particulière, il a une forme d'anneau très aplati. Alors celui-là, on l'a photographié au microscope à balayage sur la section polie, et vous le voyez à droite ici, où on retrouve, enfin on n'a pris qu'une fraction de cet anneau de filigrane, et vous voyez qu'il y a énormément de petits points blancs. Ces petits points blancs, ce sont les cristaux de cassitérite, et puis vous voyez quelques cristaux qui ont des belles formes géométriques et qui sont plus gris sur ces images. Et ces cristaux, ils ont une composition différente. Ce sont des cristaux qui sont constitués de calcium, d'étain, de silice et d'oxygène, suivant la formule que j'ai indiquée ici, et que l'on trouve, ils sont relativement peu abondants. On ne les trouve pas systématiquement sur tous les filigranes, mais on en trouve parfois, et on n'a pas bien compris dans quelles conditions ils se formaient. L'élaboration de ces opacifiants à base d'étain, il y a eu de très nombreux travaux qui ont été réalisés là-dessus, et on pense que la fabrication se fait comme je le décris ici. C'est-à-dire qu'on chauffe sous air un mélange de petites particules, enfin de petits fragments de plomb métal et d'étain métal. Donc on le chauffe sous air, tout ça, ça va s'oxyder et ça forme une poudre blanche qu'on appelle lead tin calx. Ensuite, on mélange ces cristaux, ce résidu que l'on a obtenu, à du minium et à de la silice, et on obtient un verre qui est riche en cristaux opacifiants, et on appelle ça l'anime. Et ensuite, cette anime est introduite dans le verre que l'on veut opacifier. Elle est introduite évidemment à chaud, et on mélange l'ensemble pour avoir quelque chose qui est à peu près homogène. Et dans ce cas, on peut former des cristaux de cassitérite, d'oxyde d'étain, qui sont blancs, ou des cristaux
de stanates de plomb qui sont jaunes. Et le type de cristaux que l'on obtient varie suivant la proportion de plomb et d'étain dans le mélange initial, qui était le mélange de départ ici, mais également en fonction de la composition du verre que l'on veut opacifier et également des températures utilisées. Et en particulier, assez souvent, quand on est à très haute température, on favorise plutôt la cassitérite. Un autre opacifiant qui est apparu au IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ, alors les choses ne sont pas toujours très claires. Il y a quelques années, on les aurait datés beaucoup plus tardivement que ça, mais maintenant, il y a quand même des travaux qui ont montré qu'il y avait un certain nombre de tesselles, en particulier des tesselles de mosaïque, et en particulier dans la partie orientale du bassin méditerranéen, qui étaient datées du IVe, Ve siècle après Jésus-Christ, et qui sont opacifiées au phosphate de calcium. Alors, le produit de départ, dans ce cas, ce sont des cendres d'os que l'on calcine à une température qui est autour de 700 degrés, et on ajoute cette poudre directement au verre que l'on veut opacifier. Alors, ce qui a été une découverte relativement récente, c'est que ce phosphate de calcium, quand on l'introduit dans le verre, il se transforme au contact du verre, et en particulier, on part d'un phosphate de calcium hydraté et on obtient un phosphate mixte de sodium et de calcium qui n'est plus hydraté. Alors, une première conséquence, c'est qu'il y a un dégagement d'eau, de vapeur d'eau, et que ce dégagement de vapeur d'eau, ça forme des bulles. Et en général, effectivement, le phosphate de calcium est entouré de nombreuses bulles qui doivent contribuer à l'opacification. D'autre part, on a un appauvrissement en calcium, puisque là, on a 5 calcium pour 3 phosphores, alors que là, on n'a plus qu'un calcium pour un phosphore. Ce qui veut dire qu'il y a du calcium qui passe dans le verre, et donc le verre enrichi en calcium, eh bien, vous savez tous qu'il a tendance à dévitrifier, par exemple en wollastonite, ou s'il y a du magnésium dans le verre, en dioxyde. Et effectivement, on trouve assez souvent des cristaux de dévitrification tout autour de ces cristaux de phosphate. D'autre part, le phosphate mixte n'a pas tout à fait le même indice que le phosphate de calcium, donc sa contribution à l'opacification n'est pas la même. Et puis, à une température plus élevée, le phosphate de calcium se dissout dans le verre complètement, et ce sont les solutions qui ont été adoptées à des périodes beaucoup plus récentes où on fond et on dissout complètement tous ce phosphate de calcium. Donc, à haute température, on a un verre qui est parfaitement transparent, et au refroidissement ou lors d'un traitement thermique, on reprécipite le phosphate de calcium, et même souvent, on ne reprécipite que le phosphate mixte de sodium et de calcium. Alors voilà l'aspect qu'il a au microscope à balayage. Donc vous avez sur l'image de gauche tout le centre ici, c'est le phosphate double, c'est le phosphate de calcium exclusivement, et en périphérie, ce qui est plus gris, tous les cristaux qui sont plus gris en périphérie et qui se sont détachés, qui ont diffusé un petit peu dans le verre tout autour, c'est le phosphate mixte de sodium et de calcium. Et puis vous voyez, il y a quelques bulles que l'on voit ici, mais bon, sur cette image, on n'en voit pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes. Sur l'image de droite, vous avez un verre qui date du 19e siècle, et dans ce cas, c'est exclusivement un phosphate mixte de sodium et de calcium, et qui a une forme géométrique beaucoup plus régulière que ce que l'on avait sur l'image de gauche. Alors, je vais dire quelques mots sur les opacifiants à base de cuivre. Alors, pas seulement parce que Cédric en a parlé précédemment, mais parce que c'est effectivement des choses que l'on observe. Alors, vous savez que les verres rouges au cuivre sont produits depuis très longtemps et en pratique depuis l'origine de la fabrication du verre, même si ce ne sont pas toujours des objets très, très fréquents. Mais quand même, la fabrication a perduré pendant plusieurs millénaires. Il y a deux solutions qui sont utilisées pour colorer en rouge avec du cuivre. La première, c'est de précipiter des cristaux d'oxyde de cuivre, de cuprite. C'est une solution qui a été adoptée, qui est toujours adoptée. On obtient une coloration rouge et ces cristaux ont des dimensions relativement importantes et ils sont donc responsables également d'une opacification. C'est en particulier ce que l'on obtient dans des verres rouges
que l'on a appelés sealing wax et qui sont très connus dans certains milieux parce qu'ils ont exactement la couleur et l'aspect de la cire que l'on utilisait pour les tampons. Donc cette coloration obtenue par l'oxyde de cuivre. Mais il y a une deuxième solution qui consiste à précipiter des nanoparticules de cuivre. Quand elles ont des toutes petites dimensions, on a une coloration rouge par effet Plasmon, mais si ces particules, et dans ce cas, on n'a que, quand les particules sont toutes petites, on n'a que la coloration, mais si ces particules sont suffisamment grosses, c'est-à-dire plusieurs dizaines de nanomètres, le vert devient opaque, comme l'a montré Cédric. Dans ces deux cas, que ce soit l'oxyde de cuivre ou les nanoparticules de cuivre, le procédé de fabrication, c'est la précipitation in situ. Voilà l'aspect de ces verres colorés à gauche par la cuprite. Alors, vous avez l'échelle sur cette image, la barre d'échelle donne 10 microns. Donc, vous voyez qu'on a des cristaux qui ont des dimensions relativement grandes, qui peuvent atteindre une dizaine de microns, et dans certains cas, ça peut être plus grand que ça. Et puis, à droite, vous avez un verre qui est coloré par des nanoparticules de cuivre. Dans les deux cas, ce sont des tesselles romaines qui datent du IIe siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez que dans le cas des nanoparticules de cuivre, la barre d'échelle ici, c'est 1 micron. Donc, vous voyez que toutes ces particules sont beaucoup plus petites que 1 micron. Les plus grosses font peut-être 0,4 microns, comme celle-là ou celle-là. Mais il y a de nombreuses particules qui sont beaucoup plus petites, comme celle-là, par exemple, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, une autre solution qui a été utilisée, ce sont les arséniates de plomb. La composition de ces cristaux est mal connue. J'ai donné ça avec un point d'interrogation parce que je pense que très souvent, il y a des solutions solides abondantes. Et par exemple, moi, ce que j'avais trouvé dans certains verres, c'était ce composé-là qui, évidemment, contient du sodium et du potassium en proportion faible, mais pas négligeable. Et dans tous ces cas, c'est obtenu par précipitation in situ. Et vous voyez, par exemple, les images que l'on peut obtenir avec, dans ce cas-là, on a des petits nodules. La barre d'échelle fait 1 micron, donc la taille, c'est grosso modo 1 micron. Mais dans ce cas-là, on a toujours de l'arséniate de plomb, mais on a des particules qui sont beaucoup plus petites. La barre d'échelle, c'est 0,1 micron. Et enfin, le dernier cas dont je vais parler, ce sont les fluorures de sodium et de calcium. Alors, on disait traditionnellement qu'ils apparaissaient au XIXe siècle. Alors, c'est sans doute vrai en Europe. C'est moins vrai. On a trouvé au XIIe, XIIIe siècle en Chine des cas où on avait déjà du fluorure de sodium et de calcium. Mais c'est très répandu. Au XXe siècle, c'est la solution qui a été très utilisée par tous les verriers pour les produits industriels. Pas la seule, mais très utilisée. Donc, on obtient ça en rajoutant un produit fluoré au verre de base et les cristaux précipitent lors du refroidissement ou lors d'un traitement thermique ultérieur. Les cristaux, ça peut être du fluorure de calcium, du fluorure de sodium ou un mélange des deux. Ça dépend de la composition du verre et on obtient une teinte blanche. Alors, voilà le faciès que l'on peut obtenir. Par exemple, ça, c'est dans le verre du XIIe, XIIIe siècle. C'est l'image qu'a déjà montré Cédric tout à l'heure. Et ça, c'est le fluorure de calcium dans un verre opale moderne. Vous avez la barre d'échelle qui fait 1 micron. Donc, vous voyez qu'on a des cristaux qui sont extrêmement fins. Bon, c'est une fracture, ce qui fait qu'autour de chaque cristal, on a une petite barre qui correspond au raccordement des deux plans de chaque côté, les deux plans de fracture. Voilà, il y a d'autres procédés qui ont été utilisés, peut-être moins souvent. Et par exemple, l'ajout de quartz, vous avez une image ici. Bon, c'est une solution qui est facile. Il suffit de rajouter du sable au verre déjà fabriqué. Ce n'est pas une solution technologiquement très performante et très intéressante, mais bon, ça existe. Alors, bon, il y a d'autres solutions. Par exemple, ces cristaux dont j'ai parlé déjà, le composé mixte calcium étain silicium, j'ai trouvé des cas au XIXe siècle où il était utilisé presque exclusivement dans certains verres, mais bon, ce n'est pas très fréquent. Par contre, j'ai trouvé des cas où ce composé-là, c'est-à-dire un antimoniate de potassium et de silicium, était utilisé presque exclusivement. Vous avez une image ici, dans un verre du XIXe siècle. Et puis enfin, vous avez d'autres solutions. Par exemple,
la dévitrification, dans le cas de la porcelaine de Réaumur, qui a connu une certaine gloire il y a quelques siècles, et puis évidemment dans toutes les vitrocéramiques modernes, il y a des vitrocéramiques qui sont opaques, et évidemment c'est une dévitrification qui est obtenue dans ce cas-là. Bon, j'ai tracé un schéma d'après les travaux de Sophia Lalil il y a quelques années, que j'ai un peu modifié, et on aboutit à ça. Mais bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça donne des solutions qui sont très anciennes, par exemple les antimoniates de calcium, depuis le 15e, 16e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque moderne. C'est aussi vrai pour les antimoniates de plomb, c'est aussi vrai pour les composés à base de cuivre. Par contre, les autres solutions sont plus récentes ou plus... Enfin, on les a trouvées essentiellement à des périodes un peu plus récentes. Voilà. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que l'opacification des verres, c'est une pratique courante qui a accompagné la fabrication des verres depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 3500 ans avant Jésus-Christ au moins. Il y a des solutions originales et pour le moins inattendues qui ont été utilisées. Pour moi, verrier, qui ai beaucoup travaillé dans les verres industriels, les antimoniates de calcium ou de plomb, ça me paraissait vraiment très, très exotique, mais néanmoins, ça a été utilisé depuis très, très longtemps. Il y a des solutions qui ont varié, il y a des solutions au fil du temps, il y a des solutions qui ont apparu plus récemment. Il est très difficile de donner des dates d'utilisation de chaque, parce qu'au fur et à mesure qu'on élargit le corpus des matériaux étudiés, eh bien, on a tendance à remonter dans le temps et trouver que les solutions qu'on pensait plus modernes, en réalité, sont plus anciennes, même si elles étaient plus exotiques à des périodes plus anciennes. Bon, le faciès et les dimensions des cristaux que l'on peut observer quand ce sont des cristaux, donc le faciès et ses dimensions sont très variables d'une production à l'autre, et ça, évidemment, ça joue sur les propriétés, sur l'aspect du verre que l'on fabrique. Les solutions pour opacifier les verres sont à peu près les mêmes que celles que l'on trouve dans les glaçures sur céramique, ce qui n'est pas tellement étonnant, puisqu'une glaçure, c'est un verre qui est souvent opacifié. Simplement, il y a des contraintes qui sont un peu différentes. Les glaçures ont toujours une épaisseur faible, donc si on veut quelque chose qui soit vraiment opaque, il faut une solution très efficace. Ce qui explique que souvent on a des densités de cristaux qui sont beaucoup plus fortes et qu'on utilise beaucoup des cristaux qui ont des indices très élevés. Je pense que ce qui est un peu nouveau depuis quelques années, c'est que les solutions qu'on pensait bien connaître, on se rend compte qu'on ne les connaît pas si bien que ça, que c'est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé, parce qu'il y a des modifications qui se produisent. Alors, il y a des modifications qui se produisent à chaud, comme les décompositions des antimoniates de plomb ou des stanates de plomb. Il y a les possibilités de solutions solides qui modifient complètement les couleurs de ce que l'on obtient. Il y a les transformations de phosphate de calcium en phosphate double, comme je l'ai mentionné. Et puis, il y a des solutions qu'on ne connaissait pas très bien. Par exemple, dans le cas de l'arséniate de plomb, on ne trouve pas grand-chose pour identifier ces cristaux parce que ce sont des cristaux qui peuvent faire l'objet de vastes solutions solides et qu'on n'a jamais étudié l'influence de ces solutions solides, de la composition de ces solutions solides sur l'efficacité d'opacification, sur l'aspect que ça peut avoir. Et puis, bon, il y a aussi dans ces modifications la formation des fluorures de sodium en même temps que les fluorures de calcium, ce qui fait qu'on peut dire que le verre est opacifié par des fluorures, mais sans préciser, parce qu'on ne sait pas toujours très bien. Voilà, juste une dernière diapositive pour indiquer les références bibliographiques principales sur lesquelles je me suis appuyé pour présenter ça. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je remercie tous les auditeurs et puis évidemment, Cédric et moi, mais si vous avez des questions, on va essayer dans la mesure de nos moyens d'y répondre. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Patrice, et puis merci aussi à Cédric, tous les deux, pour vos exposés très, très clairs et très, très complémentaires. Alors, une
peut-être une première question donc, qui relie une question qui avait été posée dans le chat, mais auquel Cédric a commencé à répondre, peut-être par oral, peut apporter des réponses complémentaires. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'exposé de Patrice, évidemment, tous les opacifiants vont donner dans les opacifiants, il y a différents types de particules, il y a une distribution de taille, il y a une distribution de composition, de forme. On n'a jamais des particules complètement sphériques. Donc, par rapport au système modèle, comme tu as montré, Cédric, comment est-ce qu'on peut relier? Est-ce qu'il faudra attendre 30 ans ou 50 ans pour arriver à modéliser, ou est-ce qu'on peut avoir une réponse, des éléments de réponse avant? Vaste question. Alors, la dispersion le gros problème, en fait, c'est la taille des particules. La forme des particules. Pourquoi? C'est comme je disais, comme je commentais là, si la particule est sphérique, on a une solution analytique au problème de la diffusion par une particule. Après, il s'agit juste de les mettre en interaction, de la particule sphérique, je veux dire. Si la particule n'est plus sphérique, donc c'est Mi, en fait, c'est simplement les équations de Mi. Si la particule n'est plus sphérique, eh ben, ces équations ne fonctionnent plus. Et donc, il faut déjà un code d'électromagnétisme pour calculer la réponse de la particule qui serait non sphérique. Si par exemple elle était cubique, il faudrait faire un pré-traitement déjà pour prendre de manière individuelle les particules non sphériques. Après, tout ce qui est dispersion de taille, etc., la méthode que j'utilise en tout cas, ça pose absolument aucun problème. Là, c'était pour pas compliquer, mais mettre une taille unique, même si toutes les particules sont différentes, il n'y a absolument aucune difficulté de modélisation, quoi. Même s'il y a une variation de composition La variation de composition non plus, j'ai montré, parce que là, disons que ce n'était pas plusieurs structures à la fois, mais oui, on pourrait imaginer 1000 particules, et les 1000 particules avec des tailles différentes et des indices différents. Là, même en temps de calcul en tout, ça serait tout pareil, quoi. D'accord. Voilà. Après, alors, par rapport à la question de l'interaction entre les particules, des effets collectifs, à partir de quelle fraction volumique on doit considérer ces effets collectifs? Est-ce qu'il y a une valeur seuil ou est-ce qu'il y en a deux, c'est déjà un effet collectif? Non, ça c'est un peu le message que j'essaie de faire passer. Dans ma présentation, j'ai essayé en fait de casser un peu les idées reçues et puis les choses qu'on prend pour argent comptant. En fait, c'est dur d'avoir une recette comme on ferait un gâteau, quoi. Ça dépend de tous les paramètres, en fait. Donc, si par exemple vous avez des particules qui sont plasmoniques, même si la fraction volumique est faible, et ben, vous risquez d'avoir des effets collectifs. Par contre, si vous avez que des particules diélectriques, évidemment, les effets collectifs vont être un petit peu réduits. Mais ça ne dépend pas que de la fraction volumique. Moi, je dirais même que ça dépend plutôt de la distance minimale entre deux particules. C'est-à-dire, on peut imaginer une fraction volumique à 1%, mais si toutes les particules elles sont proches, si 1%, mais ça forme des micro-agglomérats, on aura plus d'effets collectifs que si on était à 10% de fraction volumique, mais avec des particules qui sont éloignées les unes des autres. Donc, c'est dur un peu de répondre de manière générale. Il n'y a pas de réponse générale, en fait. D'accord. Et dans les effets collectifs, on peut aller jusqu'à la localisation d'Anderson? Oui, c'est des choses sur lesquelles, mais moi, je n'ai jamais travaillé dessus, mais j'ai pas mal de collègues qui travaillent dessus. Oui, on peut modéliser ce genre de phénomène, quoi. D'accord. Peut-être une question pour Patrice aussi. Par rapport au... Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a eu tous ces changements, ou ces évolutions, ou ces ajouts d'opacifiants au cours de l'histoire? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a été chercher d'autres opacifiants? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a un apport supplémentaire? Quel est l'apport supplémentaire de chacun de ces opacifiants, en fait? Alors, je pense que, enfin, ça dépend un peu des cas, mais il y a des périodes où, par exemple, les antimoniates étaient difficiles à trouver, et donc les verriers, ben, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont cherché d'autres solutions. Bon, après, il y a eu des questions d'efficacité. Par exemple, l'oxyde d'étain, quand même, c'est très efficace, et je pense que à une époque où ça a toujours été relativement facile de trouver de l'oxyde d'étain, donc ça a justifié le changement aussi. Après, il y a des solutions, c'est assez curieux parce que, par exemple, les phosphates de calcium, la cendre d'os, c'est quand même facile à trouver, ça, on en a tout le temps, on en a tout le temps eu à notre disposition. Il n'empêche que ça n'existait pas dans les périodes les plus anciennes, apparemment. Peut-être qu'on va le trouver, mais en tout cas, ce n'est pas la solution la plus classique, alors que ça fonctionne très bien.
D'accord. Et après, les fluorures, bon, ça dépend beaucoup de la chimie moderne, quoi. Le développement des fluorures, c'est sûr. Et le fait d'avoir donc revu l'histoire des opacifiants a un impact sur les opacifiants actuels où il y a des… Ah ben, je ne sais pas, moi je ne suis plus dans l'industrie moderne, il faudrait demander à un verrier moderne. Honnêtement, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'il soit prêt à changer fondamentalement. Et il y a des contrôles de redox aussi, j'imagine, parce qu'il y a des histoires de couleurs. Alors, le redox n'intervient pas trop tant qu'on est dans des composés comme, par exemple, les phosphates ou l'oxyde d'étain. Là, les choses sont bien claires. Par contre, ça intervient évidemment dans le cas où on a du cuivre, parce qu'on bascule de la cuprite au cuivre métallique en fonction du redox. Donc ça, c'est évidemment capital, là, le redox. D'accord. Alors, je vois qu'il est déjà 2 heures, donc je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Non, donc je vous propose qu'on arrête là pour ce webinaire. Donc encore merci à Cédric et Patrice pour vos 2 exposés. Et donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain webinaire qui sera consacré à la thermodynamique dans les verres. Voilà, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.